bon début d'après-midi plutôt. Est-ce que le voyage était bien passé pour tout le monde? Surtout les gens qui sont venus de loin. Ben, la FMAPAT se fait toujours le plaisir de vous recevoir dans la meilleure ville. Dans la meilleure ville. Je laisse le reste ouvert. Bon, sans tarder, je vais introduire, enfin, donner le président d'abord qui va ouvrir, pas officiellement, qui va ouvrir le congrès, va dire un petit mot, et passer là-bas au modérateur. Chers amis, chers collègues, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille à Marrakech, ville que vous adorez tous, pour notre 21e congrès AFMAPAT, Collège national des pneumologues du Maroc. Cette année-là, on a comme fil rouge la pneumologie multidisciplinaire personnalisée. En plus, on aura des sujets qui vont aborder l'infectiologie, BPCO, asthme, tuberculose, la réadaptation à l'effort, les explorations fonctionnelles et autres. Je vous invite à vous inscrire pour les ateliers. Cette année-là, on a reçu 190 posters. Donc, on a retenu 25 comme posters discutés. Le reste, ils ont été acceptés. Au nom du bureau de l'AFMAPAT, je remercie infiniment tous les CHU qui ont participé à l'envoi de ces posters. Et au nom de l'AFMAPAT, je remercie infiniment tous les orateurs, les modérateurs, les participants et les sponsors, donc les laboratoires et les prestataires de services. Donc, je déclare ce congrès ouvert. Bon congrès et merci à vous. Mesdames, messieurs les modérateurs. Ça marche. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons démarrer notre 21e congrès de l'AFMAPAT. Et tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation et à sa tête mon ami Tbaï pour les efforts, pour le choix des thèmes. Et je démarre donc cette première séance consacrée aux infections respiratoires, aux bronchiectasies et à la tuberculose. Et sans trop tarder, je donne la parole au professeur Jameldine Bourkadi pour nous parler d'un sujet très intéressant qui est la tuberculose et les comorbidités. À vous la parole, si vous Bourkadi. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, je remercie l'AFMAPAT de m'avoir invité pour commencer ce congrès, donc ce 21e congrès. Je souhaite un bon congrès. Donc, un thème qui est très important, à savoir la tuberculose et la comorbidité. Donc, comme vous le savez, les comorbidités peuvent accroître le risque d'infection tuberculeuse et de tuberculose maladie. Ils influencent la présentation clinique et ou radiologique de la tuberculose, comme on va voir. Ils ont un impact parfois négatif sur les résultats thérapeutiques et sur donc, le pronostic de la maladie. Et d'autre part, la tuberculose peut aggraver ces comorbidités, donc il peut les décompenser, d'où la détection de ces comorbidités est primordiale pour un diagnostic précoce et pour des résultats thérapeutiques satisfaisants. Alors, je pose par là. Ça marche. Non? Alors, il y a plusieurs comorbidités, donc on va voir certaines, on ne peut pas voir tout. C'est bon? Donc on ne peut pas voir tout. Donc peut-être on va insister sur les 4 ou les 5 premiers. Il y a d'autres comorbidités telles la santé mentale, la BPCO et autres comorbidités qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Donc la tuberculose et VIH, je vous annonce qu'il y a déjà donc, un guide national de prise en charge de la co-infection tuberculose VIH qui est sorti en janvier 2024 donc, par la DELN.
Alors la tuberculose est, comme vous le savez, l'infection opportuniste la plus fréquente chez les patients vivant avec le VIH. Une personne sur 3 va faire une tuberculose. C'est la première cause de mortalité chez les patients vivant au VIH, même au Maroc, donc partout dans le monde et au Maroc. Et le risque il est accru de progression de la tuberculose infection à la tuberculose maladie chez ces patients qui sont séropositifs. 20 à 37 fois plus de risque de développer une tuberculose par rapport à un patient qui est séronégatif. Alors, l'épidémie de VIH, donc il y a 39 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, avec 1 300 000 décès. Au Maroc, on est à 21 500 cas déclarés, 800 nouvelles infections chaque année, donc l'année dernière. Une prévalence qui est faible quand même, donc on est à 0,07%. Le nombre estimé de décès liés au sida, il est 400, et le nombre de malades co-infectés qui sont enregistrés, déclarés, c'est 236, estimé c'est 400. Alors, comme vous le savez, un malade qui n'est pas, alors, même, il est où? Alors, un malade qui est séronégatif va faire une tuberculose, s'il est infecté, va faire la tuberculose dans un pourcentage de 10% durant toute sa vie, 5% pendant les 2 premières années. Par contre, un patient qui est VIH, donc 3 à 13% chaque année, et plus, comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 30% de risque de faire la tuberculose durant toute la vie. Le diagnostic de la tuberculose chez les patients vivant avec VIH pose un certain problème. Dans les stades précoces de l'immunodépression, le tableau est généralement typique, donc ça ne pose pas un problème de diagnostic. Par contre, la forme la plus fréquente de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH reste la tuberculose pulmonaire, mais uniquement dans 55 à 60% des cas. Je rappelle que chez les malades VIH négatifs, c'est dans 75 à 80% des cas. On observe donc dans ce cas plus fréquemment des formes extrapulmonaires, des formes multifocales et des formes disséminées. Et des antécédents de tuberculose sont souvent retrouvés en faveur d'infections endogènes chez ces patients VIH positifs, donc patients vivant avec le VIH. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la forme ou la présentation clinique est généralement radioclinique est généralement typique dans les formes précoces de l'immunodépression. Et généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, le malade va faire la tuberculose durant les premiers stades de l'immunodépression. Mais il est parfois atypique, en particulier en cas d'immunodépression avancée, où il y a la fréquence de signes généraux. Un malade qui a uniquement un amaigrissement, il faut penser à la tuberculose. Une fièvre au long cours, il faut penser à la tuberculose. Une toux, il peut être monosymptomatique. Une toux isolée doit faire évoquer la tuberculose chez un patient vivant avec le VIH. Et la rareté des hémoptygies chez ces malades, parce qu'on va voir, il y a la rareté des cavernes. Et puis, en plus, il y a la fréquence des opacités réticulonodulaires, bilatérales, extensives, les formes micronodulaires, les formes miliaires, et à l'opposé, il y a la rareté des cavernes. La localisation est le plus souvent au niveau des régions moyennes et au niveau des régions basales, au lieu des régions supérieures. Alors, cette étude montre bien qu'il y a une augmentation l'amaigrissement est plus important, d'autant plus que le malade est immunodéprimé. C'est des cas inférieurs à 200, donc on est par exemple à 62%, contre 47% avec un P significatif. Si le malade il a ces cas supérieurs à 350. Donc plus le malade est immunodéprimé, plus les signes physiques sont fréquents et accentués, la fièvre, l'amaigrissement, l'adénopathie, la diarrhée, les candidoses. Les lésions radiologiques, comme j'ai dit tout à l'heure, comme vous le voyez, donc sont fréquentes. Les lésions classiques sont fréquentes en cas de CDK supérieur à 350. La radiographie thoracique normale peut se voir chez les malades qui ont des CD4 qui sont très basses, et les lésions associées sont plus fréquentes chez les malades les plus immunodéprimés, comme le montre cette étude. Donc, il faut noter que la radiographie thoracique peut être normale. Donc la recherche du tuberculose doit être systématique devant toute atteinte de l'état général, tout signe clinique, même un seul signe clinique isolé, on doit faire
on doit réaliser la recherche de BK, et même si le cliché thoracique est normal. Donc, la fréquence des images de condensation qui peuvent nous faire évoquer une pneumopathie. On sait que la pneumopathie peut se voir, surtout pneumopathie à pneumocoque chez les malades qui sont VIH, mais il faut toujours rechercher la tuberculose, même s'il y a une amélioration clinique sous traitement antibiotique. Le diagnostic bactériologique, c'est classique, l'examen direct de la culture. Ce qui est un petit peu particulier pour le patient vivant avec le VIH, c'est l'hypoarabimonade, le LAM. Donc il y a un antigène urinaire composant de la paroi mycobactérique qui est détecté au niveau des urines. Donc il donne des résultats rapides en 20 minutes et il est indiqué surtout chez les malades très immunodéprimés parce que les études ont montré que la sensibilité augmente avec la diminution, avec l'immunodépression, avec la diminution de taux de CD4. Alors, il y a des recommandations marocaines parce qu'il est actuellement disponible le LAM dans les centres de référence de la tuberculose, et non pas dans le CTMR de la tuberculose. Donc, les centres de référence de VIH, et non pas dans le CTMR de la tuberculose. Donc, il est disponible. Les recommandations actuellement, donc, on peut faire un LAM, donc comme test de diagnostic initial, soit avec un expert, combiné avec un expert en cas de présence de signes et ou de symptômes évocateurs de tuberculose ou de signes de maladie grave définis par la présence d'au moins un des 4 signes suivants: une fréquence respiratoire élevée, une température supérieure à 39, une fréquence cardiaque supérieure à 120 ou un malade qui est incapable de marcher. Soit on demandera un LAM seul si le malade n'a pas de signes évocateurs de tuberculose devant des signes d'immunodépression importante ou de signes de gravité de la maladie VIH, CD4 inférieur à 200 ou un VIH au stade C, au stade 3-4, et chez tous les enfants de moins de 5 ans. Alors, un autre chapitre concernant donc cette co-infection VIH à la tuberculose, c'est le dépistage et le diagnostic de l'infection par le VIH, comme vous le savez, et il est systématique dans notre contexte. Donc, on doit proposer de façon systématique chez tout malade chez tout malade tuberculeux, de faire la recherche, un test de dépistage du VIH. Alors, la nouveauté, actuellement, on ne fait plus de Western blot. En cas de positivité test rapide, on va faire directement la charge virale. On fait plus actuellement, selon les dernières recommandations, même les recommandations marocaines, on ne fait plus le Western blot, on fait une charge virale. Le traitement de cette co-infection, donc le traitement des malades co-infectés, donc les patients doivent être immédiatement mis sous traitement antibacillaire. Donc on va commencer par le traitement de la tuberculose. Et après, bien sûr, on va démarrer le traitement antirétroviral. Les principes de traitement sont les mêmes, donc c'est les mêmes protocoles thérapeutiques. Cependant, le traitement antibacillaire va poser quelques problèmes d'effets indésirables qu'on va voir. Le traitement antirétroviral, alors lorsque le diagnostic d'infection VIH est posé, une numération des lymphocytes et une mesure de la charge virale doivent être demandées avant l'initiation du traitement antirétroviral. Et toute personne co-infectée par le VIH et la tuberculose doit être mise sous traitement, quel que soit son taux de CD4. Dépend bien sûr le délai, on va le voir, de mise sous traitement antirétroviral. Alors, en cas de co-infection TB-VIH, il faut commencer en premier lieu par le traitement, suivi par le traitement antirétroviral. Alors, quand on introduit le traitement antirétroviral, 3 situations. Au plus tard, le 15e jour, début de traitement antibacillaire pour les malades très immunodéprimés, CD4 inférieur à 50. À partir du 15e jour pour la plupart des malades. Et chez les malades qui ont une tuberculose méningée, à partir du 1er mois. Donc, après la fin du 1er mois du traitement. La prévention donc, de la neuropathie est systématique chez les patients VIH. Donc, on donne 10 à 25 mg par jour. En cas de neuropathie périphérique avérée, donc si le malade a déjà développé une neuropathie, on va donner un traitement curatif 50 à 100 mg chez l'adulte, 20 mg kg chez l'enfant. De même, une association de la vitamine C, la vitamine B6 avec la cyclocérine est recommandée comme tous les autres malades. Il y a plusieurs interactions médicamenteuses entre le traitement antirétroviral
et la rifampicine en particulier. Surtout les inhibiteurs de protéases, actuellement on donne plus d'antiprotéases. Bien sûr, en deuxième, troisième ligne, on peut les donner, mais en première ligne, on ne donne plus les inhibiteurs de protéases, surtout chez un malade qui va recevoir le traitement antituberculeux. On peut donner les Favires, donc un inhibiteur non nucléotidique. Donc les Favires, on va le donner, même s'il y a une diminution de 20-30%, on va le donner aux mêmes doses. Et on peut donner en deuxième intention, donc 2 inhibiteurs non nucléotidiques avec le dolutegravir en doublant les doses, en donnant 100 mg au lieu de 50 mg. Comme vous le voyez, malheureusement, je n'ai pas pu marcher. Pas grave. Alors, il y a aussi donc, une autre particularité, c'est la prescription de cotrimoxazole. Donc, alors, une petite nouveauté, donc on le donnait chez tout le monde, mais actuellement, il est systématique chez les enfants de moins de 5 ans, donc on va le donner chez tout le monde. Chez les plus de 5 ans, on va le donner chez les taux de CD4 inférieurs à 200. Et on va le garder jusqu'à avoir un taux de CD4 au-delà de 200 mm cubes ou supérieur à 15%. La posologie, c'est un comprimé de sulfamectazole 160 mg. Le suivi, donc, en principe, généralement, les malades qui ont une tuberculose, on les voit tous les 2 mois. Chez les malades qui ont VIH tuberculose, il faut les voir chaque mois, à cause surtout des effets indésirables. L'éducation, bien sûr, est indispensable. Alors, particularité importante de cette association, c'est l'IRIS, donc le syndrome inflammatoire de réponse immunitaire, qui peut se voir dans 8 à 43%. Il se voit surtout entre la deuxième et la 12e semaine. Les facteurs favorisant surtout l'immunodépression importante, la tuberculose disséminée, et l'intervalle court entre le début du traitement de la tuberculose et l'introduction du traitement antirétroviral. Bien sûr, avant un diagnostic d'élimination, il faut éliminer les autres diagnostics, l'échec de traitement, la résistance, la mauvaise observance, la toxicité médicamenteuse, une autre infection opportuniste. Et le traitement, c'est la corticothérapie, soit à 0,75 mg par jour, soit carrément en bolus, c'est l'état général, c'est vraiment s'il y a des signes de gravité. Ce qu'il faut savoir, il ne faut jamais arrêter le traitement antibacillaire. Les effets indésirables, je ne peux pas rentrer, mais il faut dire qu'on aura des effets indésirables qui peuvent être en rapport soit avec le traitement antirétroviral, soit avec le traitement. Donc il faut faire la part des choses et il y a des conduites à tenir. Je peux vous laisser ça donc, en fonction des effets indésirables parce que je commence à perdre un peu de temps. Donc le traitement préventif. La prévention de la tuberculose chez les patients VIH se base sur le traitement antirétroviral et le traitement préventif de la tuberculose. Donc là, systématiquement, il faut donner un traitement préventif de la tuberculose. Le traitement antirétroviral diminue le risque de tuberculose de 70% et celui de rechute de 50%. Mais si on donne aussi le traitement préventif de la tuberculose, ça diminue le taux de la tuberculose de 50 à 90%. Donc, il est indiqué chez tout le monde, chez tout malade, patient vivant avec le VIH, qu'il soit ou non au traitement antirétroviral. On ne va pas faire donc, de diagnostic de l'infection, on ne va pas faire d'intradermon, donc test cutané tuberculose, et non pas de test de libération d'interféron gamma. Bien sûr, il faut éliminer toujours une tuberculose active. Le traitement qui est actuellement préconisé au Maroc, c'est l'isoniazide seul pendant 6 mois. Voilà. Alors, une deuxième comorbidité, donc c'est la tuberculose et insuffisance rénale chronique. Donc ça, on sait que la maladie rénale chronique, elle est définie par la présence d'une atteinte rénale, d'un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml par minute, et ceci pendant au moins 3 mois. On sait que l'insuffisance rénale chronique, donc c'est une entité qui va accroître le risque de tuberculose, on va le voir, augmente la toxicité des antituberculeux, en particulier l'hépatotoxicité de l'INH pyrazinamide, la toxicité neurologique de l'INH et la toxicité oculaire de l'INH et surtout de l'éthambutol. Alors cette étude montre bien, donc cette méta-analyse de 104 études, plus d'1 million de personnes, 1,5 million de personnes. Donc l'incidence est vraiment très importante de la tuberculose. Donc il est estimé à 3700 par 100 000 habitants. C'est quand même 30 fois plus par rapport aux sujets qui ne sont pas, insuffisants rénaux. Surtout les patients hémodialysés, surtout aussi les dialysés par rapport aux patients transplantés qui ont un risque encore plus important. Par rapport au sujet pré-dialysé, vous voyez les chiffres. Donc, on voit plus de tuberculose extra-pulmonaire, plus fréquente que la tuberculose pulmonaire. La présentation clinique, c'est surtout donc, la tuberculose extra-pulmonaire,
donc, dans ces comorbidités, la plèvre, les adénopathies. La tolémoptysie chez les patients a été moins fréquent que chez les patients selon cette étude. Et 13% des patients atteints de maladie rénale chronique n'ont pas de symptômes, aucun symptôme clinique. Ils ont de la tuberculose, aucune symptomatologie clinique. Les taux positifs du test cutané, de la PCR, donc jeune expert des examens de frottis, chez les hémodialysés étaient inférieurs. On va le voir dans une autre étude par rapport aux sujets qui ne sont pas dialysés. Donc la présentation clinique selon cette étude, les plus courantes de la tuberculose étaient l'anorexie, la fièvre et la perte de poids et la toux. 69% souffraient d'une tuberculose extra-pulmonaire. La pleurésie est la forme la plus fréquente et seulement 21% avaient une tuberculose pulmonaire. Et parmi ces 21%, seulement 4% étaient positifs à l'examen direct. Donc la plupart des malades ne sont pas positifs à l'examen direct. On a eu quand même des tuberculoses disséminées, tuberculose miliaire. Les résultats du traitement, là aussi, donc, chez les malades qui ont une insuffisance rénale chronique, le taux de guérison était de 52% chez ces malades par rapport à 67% chez les patients non atteints de maladie rénale chronique avec un P significatif. Et le taux de mortalité aussi plus important, 25% selon cette étude de Digari. Cette étude aussi nous montre par rapport au cas de tuberculose avec un débit donc, de filtration supérieur à 60 ml par minute, la mortalité, toute cause confondue, était plus élevée chez les personnes atteintes de maladie rénale chronique à partir d'un débit par rapport à un débit de 45 ml par minute. Donc, cette association a été indépendante du sexe, de l'âge, du statut diabétique, avec un autre ratio de 4,6 en cas de débit entre 30 à 44 et même 2 fois plus en cas de débit inférieur à 30. Donc chaque fois qu'il y a une insuffisance rénale chronique plus grave, il y a un risque de mortalité plus important. Les effets indésirables, comme j'ai dit tout à l'heure, donc cette étude de 220 patients, donc ils ont comparé les sujets insuffisants rénaux par rapport aux sujets non insuffisants rénaux. Donc 18% ont développé une hépatotoxicité, aucun échec au traitement et 6% sont décédés. Les patients avec atteinte rénale étaient plus susceptibles de développer une hépatotoxicité, donc 27% versus 15% avec un P significatif, et de mourir pendant le traitement, 16% versus 3,6% par rapport au sujet non insuffisant rénal. Donc l'insuffisance rénale est restée significativement associée à la mortalité, toutes causes confondues. En analyse multivariée, cette mortalité n'est pas liée à l'hépatotoxicité des médicaments. Alors, est-ce qu'il y a des ajustements thérapeutiques chez l'insuffisance rénale? Oui, par rapport à certains médicaments qui ont une élimination rénale. Donc, en cas de clairance supérieure à 30, on va donner les mêmes schémas, mais à partir d'une clairance inférieure à 30, on va changer de schéma et on va ajuster le traitement. Donc, on va le voir. Donc, le traitement, il est donné généralement après la dialyse et 1 heure avant le repas. Et s'il y a un risque majeur, on peut les donner 4 à 6 heures avant la dialyse pour être dialysé. Alors, tous les médicaments majeurs sont dialysables en dehors de la rifampicine qui peut-être n'est pas dialysable. Le dosage serait recommandé pour ajustement thérapeutique et la vitamine B6 est prescrite de façon systématique chez les insuffisances rénales, chez les insuffisants rénaux. Alors, comme vous le voyez, donc, la liste des médicaments, la plupart des médicaments, l'ajustement thérapeutique, c'est surtout le pyrazinamide, l'éthambutol, l'ofloxacine, l'évofloxacine et les aminosides, bien sûr. Les autres médicaments, donc généralement, il n'y a pas d'ajustement thérapeutique. Donc, il y a l'interaction de la rifampicine avec des immunosuppresseurs chez les malades qui sont greffés, donc risque de rejet de greffe, d'où les doses doivent être ajustées. L'interaction avec les corticoïdes chez des insuffisants rénaux qui prennent les corticoïdes, donc il faut augmenter la posologie. Et on peut réduire la réduction de la posologie des antituberculeux peut imposer le recours aux autres présentations séparées des drogues. La dialyse, on ne sait pas. Et généralement, on fait ce qu'on fait en hémodialyse, on fait la même chose parce qu'on n'a pas donc, de données sur les propriétés des médicaments chez les hémodialysés. La surveillance doit être obligatoire, elle doit être stricte, clinique, mais aussi bien sûr biologique, au moins 1 fois par mois pendant les 2 premiers mois de traitement, bino-rénal, bino-hépatique, l'acide urique et les protides totaux. L'insuffisance hépatique, alors comme vous le savez, tous les antituberculeux majeurs peuvent donner une hépatotoxicité, en particulier le pyrazinamide. Il faut donner la dose minimale efficace chez des malades qui sont à des terrains à risque. Surveillance clinique et biologique doit être régulière. En cas de cirrhose ou d'atteinte hépatique préexistante, évaluer la gravité de l'atteinte
par le score généralement de Child qu'on fait ou le score de MELD. Le score de Child, donc, il est disponible bien sûr sur Internet. On peut calculer notre malade sur ces 5 critères. Et en fonction de du score, si le malade est classe A, on va donner les 3 médicaments majeurs, on va discuter le pyrazinamide. Si le malade est classe B, on va donner uniquement un seul antituberculeux, de préférence la rifampicine. Si le malade est Child C, dans ce cas, on ne donne aucun des 3 médicaments majeurs de la tuberculose. Il y a des régimes, bien sûr, qu'on va proposer au malade qui ne va pas prendre un des médicaments majeurs. Donc, en cas, comme j'ai dit tout à l'heure, en cas de drogue, de régime d'hépatotoxicité importante, on va donner bien sûr des régimes qui ne sont pas. Donc généralement l'éthambutol, l'aminoside, le quinolone, et là bien sûr on va prolonger le traitement, on va donner au moins 15 mois de traitement jusqu'à 2 années de traitement. La surveillance, bien sûr, arrêter l'alcool, tout aliment ou médicaments hépatotoxiques et le bilan hépatique systématique, bien sûr, de surveillance, plus RF les premiers mois de traitement. Le diabète, c'est une pandémie, comme vous le savez. Donc, le diabète augmente le risque et la prévalence de la tuberculose. Les patients diabétiques, donc sur le plan présentation clinique, ont plus de cavités, en plus de lésions bilatérales, donc selon cette étude, et ont une médiane plus élevée des segments pulmonaires touchés dans cette étude. Cette étude aussi confirme la même chose. Donc, environ 42% des malades ont une atteinte d'au moins 4 à 8 segments, et le quart des malades ont une atteinte plus diffuse, plus de 8 segments pulmonaires. Le traitement, donc, c'est le même traitement. Risque de neuropathie, donc on doit prévenir aussi la neuropathie chez les diabétiques. Voilà, ça présente. Alors, pardon. Et le traitement donc, pour le diabète, la metformine reste le meilleur traitement qu'on va donner. Si le diabète est équilibré, on va garder le traitement, même le traitement oral. Si le malade est traité par les sulfamides, il faut passer à l'insulinothérapie. S'il y a une découverte fortuite du diabète à l'occasion de cette tuberculose, on va passer à l'insulinothérapie qui va être poursuivie jusqu'à la guérison de la maladie. Et puis bien sûr, rediscuter si on peut mettre le malade sur traitement oral. Et la surveillance, bien sûr, toujours de la glycémie jusqu'à stabilisation. Les résultats du traitement chez le diabétique sont moins bons par rapport aux non-diabétiques. Échec du traitement 11% chez les diabétiques selon cette étude versus 1,2% chez les non-diabétiques. Donc, les diabétiques ont un échec de traitement 9 fois plus que par rapport aux non-diabétiques. Alors, les facteurs de risque selon cette étude iranienne, c'est les patients séronégatifs, donc les patients de risque d'échec thérapeutique, c'est les patients séropositifs, les cas de retraitement et les patients fumeurs, et en cas de lésion étendue au diagnostic à la radiographie thoracique. Donc, ce qu'il faut retenir, le diabète non ou mal équilibré complique l'évolution des tuberculoses associées et rend son traitement difficile. La tuberculose maltraitée pourrait déséquilibrer un diabète préexistant. Tout déséquilibre de la glycémie et toute poussée d'acidocétose doivent faire suspecter une infection particulière à la tuberculose. Le malade doit être informé du risque de rechute, donc les symptômes respiratoires, le malade diabétique bien sûr, les symptômes respiratoires évocateurs du diabète, de la tuberculose, et les patients diabétiques obtiennent des résultats moins favorables sous traitement antituberculeux par rapport aux non-diabétiques. Enfin, le tabagisme. Le tabagisme et la tuberculose sont 2 enjeux majeurs de santé publique. Donc la fumée tabac augmente le risque d'infection à Mycobacterium tuberculosis. Donc dans nos pays, dans les pays émergents, arrêter de fumer représente un moyen de contrôle, on va le voir, de l'épidémie de la tuberculose. Donc le tabagisme favorise l'infection avec un ordre radio, infection tuberculose avec un ordre radio d'à peu près 2. Le tabagisme favorise la tuberculose maladie, comme le montre cette méta-analyse, donc chez la population pédiatrique. Donc parmi les facteurs de risque de développer la tuberculose, il y a donc, comme vous le voyez, l'exposition au tabagisme passif, généralement parental, avec un ordre ratio de 3. Voilà, l'ordre ratio généralement 2 à 3. Le tabagisme aggrave, 2 minutes, je termine. Donc, retarde le diagnostic de la tuberculose. La maladie est alors à un stade plus avancé. La présence de bacilles acido-alcoolo-résistants à l'examen microscopique direct est habituelle chez ces malades. Donc, l'étude montre bien sûr un retard diagnostique. Le tabagisme est associé à la non-conversion à 60 jours, à 2 mois de traitement. Donc, chez 11% des malades, ça arrive jusqu'à 11% des malades.
Le travail associé à un retard dans la conversion, selon cette étude, de la culture des expectorations à la fin du 2e mois de traitement antituberculeux, avec un risque relatif de 4. Donc, l'observance thérapeutique est moins bonne chez les patients qui sont tabagiques. Donc, je pense que je vais conclure. Donc, dans les pays émergents, arrêter de fumer représente un moyen de contrôle de l'épidémie tuberculeuse et l'abstinence tabagique améliore le cours de la maladie, l'observance du traitement et facilite la guérison définitive, ce qui justifie d'aider les malades à arrêter de fumer. Et en conclusion, je dirais que les programmes nationaux ainsi que les différents départements concernés doivent collaborer et prendre des décisions concertées afin d'organiser le dépistage bidirectionnel et la prise en charge concomitante des patients présentant plus d'une infection médicale. La prise en charge adéquate des comorbidités contribuera également à la prévention de la tuberculose. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre exposé très clair et qui a passé en revue les différentes comorbidités que nous rencontrons en pratique quotidienne associées à la tuberculose. Et on va s'accorder 2 petites questions parce que le temps presse pour respecter quand même le déroulement de cette séance. Deux questions, si vous permettez. J'en ai une, avant de donner la parole à Sérami. Pneumocystose et tuberculose, c'est un VIH. Est-ce que c'est très fréquent? Vous suggérez un traitement prophylactique de la pneumocystose. Est-ce que ça cohabite? Franchement, on a vu pas mal de tuberculose et VIH, mais de façon concomitante, non. On donne un traitement préventif pour prévenir la pneumocystose, prévenir aussi la toxoplasmose et les autres infections opportunistes, mais de façon concomitante, avoir une tuberculose, ça peut être quelques cas rares peut-être dans la littérature, mais généralement, non. Je dirais non. Micro. Merci pour ce tour d'horizon sur les comorbidités. Moi, je voulais savoir, vous avez, si j'ai bien compris, pour le tabagisme, il y a peut-être un retard de négativation lors de la phase d'attaque. Est-ce qu'il ne faut pas prolonger cette période, ou, vu que ça se négative pas... Il n'y a pas de recommandation dans ce sens, donc ni de l'OMS ni au niveau national. Donc, c'est des constatations d'ordre épidémiologique. Donc, il faut éduquer les patients, bien sûr. C'est des malades qui vont se négativer, mais généralement, ce sont des malades qui ne sont pas bien observants. C'est pourquoi on aura cette retard de négativation et parfois, comme j'ai montré, une mauvaise évolution en fin de traitement.